Et nous poursuivons cette série d'interviews en direct de la 24e édition du Private Equity Exchange. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel invité, Édouard Narbou. Bonjour Édouard. Bonjour. Vous êt CEO, cofondateur de Aether Financial Services, Tout à fait. société franco-anglaise, espagno-italienne. Exactement. Vous avez 4 bureaux. 4 bureaux. Votre job, c'est d'être un agent à la base, agent de transaction. C'est un métier finalement que les gens connaissent encore assez peu. Qu'est-ce que c'est que ce métier d'agent de transaction ? L'agent sur les transactions financières, c'est d'une certaine manière l'exécuteur testamentaire d'un contrat financier, d'un contrat. On est la tierce partie indépendante en charge d'exécuter et de s'assurer que l'ensemble des parties respectent bien leurs engagements. D'accord. Donc, principalement, on le fait sur du financement, puisque la notion d'agent a toujours été, on va dire, inclus et dédié à des intervenants spécifiques, généralement les banques d'ailleurs, des départements spécifiques au sein des banques. Et en tout cas depuis un certain nombre d'années, de plus en plus, il existe des fonctions d'agents sur d'autres typologies de contrats, comme des contrats, des SPA, qu'on trouve dans le M&A. Donc concrètement, vous faites le PMO, le project du contrat. Une fois qu'on a dealé et que le champagne est bu, il y en a qui commencent à bosser, c'est Aether. C'est exactement ça. Nous, on intervient pour l'exécution d'une opération. Structuration, origination, levée de fonds, conseils sont faits par les avocats et les banquiers d'affaires. Le closing arrive. Et après, vous prenez le relais. Charge à nous de prendre le relais jusqu'au closing. C'est pour ça qu'on dit de manière assez régulière qu'Aether intervient. C'est du closing to closing pour être assez spécifique et éviter... Signing to closing. Alors, ça peut être du signing en fonction des certaines fonctions, mais globalement, c'est du closing au closing. D'accord. Et ça se passe bien parce que les opérations étant de plus en plus complexes et les tailles des opérations étant de plus en plus importantes, on a bien compris, pour déstresser tout le monde, qu'il était important d'avoir un tiers pour gérer tout ça. Et qu'on comprenne bien, c'est quelque chose qui est répandu sur 100% des transacts ou c'est quelque chose qui est encore sur 5% d'entre elles? C'est complètement market practice ou pas? Alors, sur le financement, avoir un agent, c'est totalement market practice. Prenons le marché français, le marché spécifiquement du financement LBO, 50% c'est du financement bancaire, 50% c'est du financement unitranche. Quand les banques font du financement bancaire, elles viennent avec leurs propres agents, c'est-à-dire un département spécialisé dans l'établissement financier. Quand on est sur des opérations de type unitranche avec des investisseurs spécifiques, dédiés, des direct lenders, soit eux-mêmes prennent le rôle, soit ils font appel à des intervenants comme nous, externes. De notre côté, en France, on a à peu près 30% de part de marché sur le secteur de l'unitranche. Magnifique. Donc, globalement, faire appel à un tiers aujourd'hui indépendant pour exécuter un contrat, dans le monde du financement, c'est devenu market practice dans le sens où tout le monde est au courant qu'il existe des intervenants comme nous. Sur le monde du M&A, on est là pour le coup encore en bas de la montagne et l'évangélisation reste à faire. Mais si on regarde ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, cette évangélisation ayant été faite, ça a pris. Donc il est certain que ça prendra en Europe continentale. Merci. Une dernière information, vous êtes combien aujourd'hui chez Aether? On est un peu plus de 50. Ah ouais. Oui, ça commence à être une belle société. On était une trentaine l'année dernière, donc à peu près à la même époque, en novembre 24. Nous sommes 50 aujourd'hui et j'espère que d'ici la fin de l'année 26, on soit à 70-80 également. On vous le souhaite. Allez, on passe sur ce dont vous parliez sur scène il y a un instant. Unitranche, vous avez dit unitranche. Alors, on percevait l'unitranche comme, on va dire, l'évolution de la MEDS ou la solution alternative qui pouvait parfois effectivement être pertinente, mais ça s'impose quand même. On voit bien qu'il y en a de plus en plus. Et vous allez nous en parler parce que vous avez sorti un white paper, une analyse assez fine de ce qui se passe sur 23-24 en France par rapport aux transactions unitranches. Exactement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a aujourd'hui 30%, 30 à 40% de part de marché en tant qu'agent sur des opérations unitranches en France. Ça nous permettait d'être légitime pour dire voilà, on pense savoir ce que fait le marché, on pense être représentatif de ce que fait le marché, puisque globalement une opération sur 3 ou 2 opérations sur 5 passe entre nos mains. Donc
On n'est pas biaisé parce qu'on n'est pas investisseur. Nous, on voit véritablement de manière périphérique les opérations. Donc, comme nous sommes présents avec une très belle part de marché sur le financement unitranche, comme le marché français est également le premier marché en Europe continentale. Et si on inclut l'Angleterre, c'est à peu près 25% de part de marché, ou en tout cas 25% des opérations se font en France. Donc comme le marché français est un marché clé. Et comme également nous avons déjà produit un indice sur l'unitranche dont le troisième trimestre va sortir très prochainement. On en parlera. Et on en parlera. Et que cette information dont nous disposons est une information dont est friand le marché. On s'est dit qu'on était tout à fait légitime pour créer et en tout cas, établir ce travail de l'anatomie d'une unitranche en France. Et c'est ce que les équipes ont mis en place durant ces derniers mois. C'est la première édition, on en aura une autre courant 2026 pour reprendre effectivement ce qui s'est passé en 2025. Combien de deals à peu près analysés dans le scope? Alors c'est là où c'est intéressant, avec les 30% de part de marché, on a un peu plus de 60 deals qui sont analysés et 6000 points d'analyse ont été data crunchés, vus et nous ont permis d'établir les statistiques que vous voyez, ou en tout cas que nous avons mis sur le rapport, sachant que on a essayé d'être assez high level pour cette première édition, ce premier white paper, mais que plus on le travaillait, plus on se rendait compte qu'il y avait encore d'autres data points qu'on pouvait être en mesure d'exploiter. Donc je sais que les équipes, et on est tous assez impatients de pouvoir d'ores et déjà travailler sur le prochain, qui aura encore plus d'informations à dévoiler. Le prochain millésime sera encore meilleur. Exactement. Et ben on l'attend de pied ferme. En attendant, les 5 éléments clés du white paper. Alors, les 5 éléments clés, je vais rester sur 3 si c'est possible. Les 3 éléments clés du white paper. Non, le premier élément qui ressort clairement, c'est qu'il y a des très grandes lignes de force dans le financement unitranche, dans la structuration des deals. Donc des lignes de force qui ne bougent pas et qui ne bougeront pas. On parle de maturité, on parle de structuration des taux avec globalement un seul taux, une unitranche, unirate. On parle d'éléments qui véritablement ont été standardisés et commoditisés depuis 10 ans. Ça, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément, c'est que cette standardisation, c'est clairement accompagné, aussi bizarre que ça puisse paraître, d'une sophistication et d'un côté très tailor-made qui permet aux investisseurs, aux sponsors equity, finalement, d'aller chercher du levier dans ces dettes unitranches. Donc, un certain nombre d'options se sont mises en place au fur et à mesure du temps pour pouvoir aller chercher du levier au fur et à mesure du temps et très régulièrement pour pouvoir appliquer une stratégie buy and build et qui est une des stratégies clés motivation du financement unitranche. Et puis le troisième élément important... Juste une question peut-être, ces options, ce qu'on va aller chercher comme levier, ce qu'on va aller chercher comme levier, c'est typiquement c'est l'apparition sur les financements à côté des financements unitranches de financements RCF qui sont totalement dédiés à l'opérationnel, mais c'est de la dette additionnelle, premièrement. C'est la capacité de faire des toggles, donc de transformer des coupons cash en coupons in fine, donc en pic, et donc d'augmenter le niveau de la dette. C'est évidemment de faire appel à des remboursement in fine, donc on reporte à la prochaine transac. Alors, on remporte exactement à la prochaine transac et surtout, les coupons se capitalisent tous les ans et donc on ne les paye pas cash trimestriellement. C'est évidemment de pouvoir piquer donc les opérations, donc d'avoir un financement qui a une part importante de capitalisation annuelle. C'est également la capacité tout simplement d'avoir qu'un seul covenant qui est celui du levier et qui est un covenant avec les unitrancheurs qui évidemment est important mais sur lequel quand il est brisé, cassé, en fait on s'achète une option ou en tout cas un devoir de discussion autour de la table mais ça ne devient pas une obligation de remboursement. Donc c'est tout un certain nombre d'éléments qui font que les fonds de private equity trouvent dans l'unitranche cette capacité à aller chercher du levier additionnel qui permet de faire des acquisitions. Dans l'étude, on montre d'ailleurs que sur des opérations avec des lignes d'acquisition additionnelles, ces lignes représentent 15 à 20% du montant initial brut levé. Et lorsque ces lignes sont tirées,
eh bien les acquisitions évidemment se font tout de suite. Et donc sur notre échantillon 23-24, pour les sociétés qui ont tiré sur ces lignes d'acquisition, elles avaient fait 2 opérations. 2 opérations sur 2 ans. Ça montre clairement cette capacité des unitrancheurs à accompagner les emprunteurs sur ces stratégies de buy and build. Voilà. Et donc le troisième enseignement, c'est l'ESG. L'ESG était un nice to have en 2022, c'est devenu un must have. 80% des opérations intègrent des critères ESG. Toutefois, c'était un petit peu la surprise de ce papier, c'est que dans 75% des cas, dans ces 80%, eh bien, les critères n'ont pas été définis, ne sont pas mis en place. Donc la stratégie ESG est pour l'instant restée sur le papier. Ça montre un certain nombre de choses, probablement un sujet de maturité du marché, probablement un sujet de pratique pour savoir où on va. Dans le secteur industriel, c'est 2 critères ESG. Sur les secteurs plus asset light, techno, santé, on est sur 4, 5, 6 critères. Donc évidemment, la mise en œuvre de 2 critères d'un côté ou de 6, c'est complètement différent. Voilà, on sent que le marché a encore besoin de trouver ses clés de lecture pour fonctionner. Donc l'unitranche, ça vous occupe, on l'a dit, mais vous ne vous arrêtez pas là, il nous reste 1 minute 30 et je crois avoir lu que vous étiez en train de diversifier un petit peu vos métiers, vous passez de 50, 60 à 70, 80 personnes d'ici 26, mais c'est également pour suivre une nouvelle activité sur la valorisation. Valuation. Alors, effectivement, la valorisation a toujours fait partie de notre savoir-faire dès le début de la société, mais là, on arrive à un moment du jeu où, pour les investisseurs, ce sujet de la valorisation devient clé. On a des articles, vous pouvez lire des articles tous les jours. Sur Decider Corporate Finance. Par exemple, au sujet de la valorisation. Et notamment pour les fonds de dette, aujourd'hui, conserver une dette à 100, tant qu'il n'y a pas de défaut ou tant qu'il n'y a pas de défaut de paiement, ce n'est plus une réponse, ce n'est plus entendable, ou en tout cas moins entendable que ça ne l'était. Compte tenu de toute notre historique, de tout notre savoir-faire développé côté agent, de toute l'information que nous avons, il nous semblait tout à fait légitime et normal d'être en mesure de proposer un service de valorisation sur ces actifs illiquides qu'est la dette privée. Voilà. Merci infiniment. Un dernier mot, 25 secondes. Est-ce qu'on peut avoir l'indice en primeur? Alors l'indice du Q3, effectivement, en primeur, l'indice est à 1,72. Donc 1,72 sur l'unitranche, ça veut dire quoi? Alors 1,72 sur l'unitranche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un tour de levier, vous payez 1,72% de spread versus 1,59 au Q2. Alors ceci ne s'explique pas par un ajustement sur levier qui reste aux alentours de 3,8, mais tout simplement c'est lié au renchérissement de la marge qui au Q2 était à 5,8 et qui là est passé quasiment à 6,2%. Parfait. Voilà. Merci infiniment, Edouard Narbou. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. On va essayer. Et on se retrouve l'année prochaine. Pour ma plaisir. part, je vous remercie infiniment pour votre présence. La suite de vos programmes dans un instant sur Be Smart for Change.